Il existe des inventions tellement petites qu'on ne les remarque presque pas, sans design tape à l'œil, sans technologie compliquée, mais quand elles disparaissent, on se demande soudain comment le monde fonctionnait-il avant qu'elles ne soient inventées. Dans cette vidéo, nous allons compter les 10 petites inventions qui ont discrètement résolu de grands problèmes, des choses simples que nous utilisons tous les jours, mais qui cachent en réalité une histoire bien plus grande derrière elles. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et vous abonner, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 10, une invention que nous touchons presque tous les jours, mais que nous remarquons rarement. Le velcro. Il suffit de 2 morceaux de tissu, l'un avec de petits crochets, l'autre avec des boucles douces. Quand on les met ensemble, ça s'accroche tout de suite. Quand on tire, ça se détache facilement. C'est aussi simple que ça. Mais derrière ce mécanisme simple, il y avait en fait une solution à un problème que de nombreuses industries rencontrèrent depuis longtemps. Avant l'invention du velcro, de nombreux systèmes de fixation avaient leurs inconvénients. Les boutons, c'est lent. Les fermetures éclairs peuvent se coincer ou se casser. Les lacets se desserrent. Et dans les situations où il faut agir rapidement, c'est un gros problème. L'idée a commencé en 1941 lorsque l'ingénieur suisse Georges de Mestral a remarqué des bardanes accrochées au poil de son chien pendant qu'il se promenait dans les Alpes. Au lieu de simplement les enlever et d'ignorer le phénomène, il a décidé de les étudier de près. Sous le microscope, il a vu des centaines de petits crochets qui s'accrochaient aux fibres du tissu et aux poils. C'est là que le concept a commencé. Il a copié le design de la nature et en a fait un système de fixation pratique. Il a ensuite servi dans les appareils orthopédiques, les brassards de tensiomètre, l'équipement militaire, le matériel de secours et lors des missions spatiales de la NASA pour éviter que les outils flottent en apesanteur. Mais peut-être que sa contribution la plus importante, c'est qu'il a rendu la vie plus facile pour les gens ordinaires. Pour l'enfant qui met ses chaussures, pour le patient qui a du mal à bouger, pour l'infirmière qui doit agir rapidement, pour toute personne qui a besoin d'une attache rapide, simple et fiable, sans batterie, sans électronique, sans mécanisme compliqué, une simple pression suffit et ça tient tout de suite. Parfois, la plus grande solution n'a pas besoin d'avoir l'air avancé. Numéro 9, la ceinture de sécurité à 3 points. L'une des choses les plus simples à l'intérieur d'une voiture. Mais c'est aussi l'une des plus importantes en matière de sécurité routière. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas électronique, il n'y a pas de capteur ni d'application. Une sangle sur l'épaule, une autre sur la partie inférieure du corps, et une boucle qui s'attache d'un simple clic. Mais derrière ce design simple, il y a un grand changement dans la façon dont il protège la personne à l'intérieur du véhicule. Au début de l'automobile, il n'existait pas de ceinture de sécurité standard. Certains véhicules avaient seulement une ceinture abdominale autour de la taille, utile mais limitée. En cas de collision, la ceinture empêchait le corps de sortir, mais la partie supérieure continuait d'avancer, causant les blessures les plus graves. Tout a changé avec le développement en Suède de la ceinture de sécurité à 3 points lors de l'essor des systèmes modernes de sécurité automobile. L'ingénieur Niels Bohlin, alors qu'il travaillait chez Volvo, a conçu un modèle plus efficace, au lieu qu'une seule partie retienne le corps. Il en a fait 2 points d'appui principaux, l'épaule et la hanche. De cette façon, la force est répartie plus uniformément en cas de freinage brusque ou d'accident. Ce n'est pas une seule partie du corps qui absorbe l'impact, mais des parties plus solides comme la poitrine et le bassin. Les mouvements du corps à l'intérieur du véhicule sont mieux contrôlés. Les blessures graves sont ainsi réduites. Une autre raison pour laquelle cela est rapidement devenu la norme dans le monde entier, c'est sa simplicité d'utilisation. Il suffit d'une seule main pour l'attacher. Et en cas d'impact soudain, il se verrouille automatiquement pour empêcher d'être projeté vers l'avant. Au fil du temps, différentes organisations de sécurité routière ont confirmé que la ceinture de sécurité contribue grandement à réduire les blessures graves et les décès lors des accidents de voiture, à condition qu'elle soit utilisée correctement. Bien que des dispositifs de sécurité modernes comme les airbags et les zones de déformation existent aujourd'hui, la ceinture de sécurité demeure une exigence essentielle dans tous les véhicules. Parce que de la manière la plus simple, elle fait quelque chose d'essentiel. Elle maintient la personne dans une position sûre face à un danger soudain. Un clic avant de prendre la route. Un geste simple qui peut tout changer en cas d'accident. Numéro 8, pièce d'angle de conteneur maritime. L'un des éléments les plus importants du commerce mondial, mais que la plupart des gens ne remarquent même pas. Même si nous voyons ces effets tous les jours. Sur chaque conteneur qui passe par le port, il y a une petite structure métallique à chaque coin. Ça a l'air simple.
Mais c'est la raison pour laquelle le déplacement des produits dans le monde entier est rapide, standardisé et efficace. Avant le système moderne de conteneurs, le transport maritime mondial était très différent. Les produits étaient déchargés un par un, boîtes, sacs, barils, tout à la main. On appelait cela le break bulk shipping. C'était lent, coûteux, avec un risque élevé de dommages ou de perte de cargaison. Parfois, un navire restait au port plusieurs jours ou semaines avant la fin du déchargement. C'est là que le jeu a changé lorsque le système de conteneurs maritimes standardisé a été introduit au milieu du XXe siècle, souvent associé à l'ingénieur Malcolm McLean. Mais la véritable clé pour que cela fonctionne dans le monde entier a été un petit composant, le coin moulé. C'est la pièce métallique fixée à chaque coin du conteneur. Sa forme et ses trous précis permettent l'accrochage des verrous tournants des grues, camions et trains. Grâce à cela, le monde entier a adopté un système unique. Où que vous envoyez un conteneur, le processus de levage, d'empilage et de transfert est le même. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir le contenu. Il n'est plus nécessaire de manipuler la cargaison une par une. Le transfert se fait directement du navire vers le camion ou le train. Dans l'industrie de la logistique, c'est un grand changement. Selon les études sur le commerce mondial et l'économie des transports, le coût d'expédition a considérablement diminué depuis l'adoption du système de conteneurisation. La simplification du chargement et du déchargement a réduit les besoins en main-d'œuvre, transformant toute la chaîne d'approvisionnement, pas seulement les ports. Les produits autrefois distribués localement peuvent maintenant être fabriqués dans un pays et expédiés à l'autre bout du monde plus vite et de façon plus fiable. La mondialisation moderne est devenue possible, qu'il s'agisse d'électronique, de vêtements, de nourriture ou de matières premières. Le petit coin métallique dans l'angle du conteneur est devenu ce qui a rendu le système universel. Un morceau d'acier standardisé qui a silencieusement connecté le monde entier. Numéro 7, code QR. L'une des technologies les plus simples à voir, mais aussi l'une des plus largement utilisées dans le monde numérique moderne. Un petit carré rempli de motifs noirs et blancs, sans pièces mobiles, sans batterie, sans électronique dans le code lui-même. Mais derrière son apparence simple, il a apporté une grande solution, connecter rapidement le monde physique à l'information numérique. Avant leur généralisation, les codes barres servaient au suivi des produits, mais restaient limités. Il fallait les scanner précisément et ils contenaient très peu de données. Et ils échouaient facilement lorsqu'ils étaient rayés ou partiellement endommagés. En 1994, sous Denso, une entreprise liée à Toyota, le code QR a été créé pour une utilisation pratique, le suivi des pièces automobiles sur la chaîne de production. Il n'a pas été créé pour les réseaux sociaux, les paiements ou les téléphones. Son objectif initial était purement industriel. L'avantage du code QR réside dans sa conception en 2 dimensions. On peut stocker beaucoup plus de données dans un espace réduit. Et grâce à son motif spécial, il peut être lu même s'il est tourné, si l'angle n'est pas parfait, ou même si une partie de l'impression n'est pas très claire. Il dispose aussi d'une correction d'erreur intégrée, permettant une lecture correcte même si une partie du code est endommagée. Dans des conditions réelles, comme dans les usines, les entrepôts et les systèmes logistiques, il est plus fiable que les codes barres traditionnels. Pendant de nombreuses années, il n'était utilisé que dans l'industrie et passé inaperçu auprès du public. Mais tout a changé avec l'arrivée des smartphones. Soudain, l'appareil photo de chacun est devenu un scanner universel. Un simple scan suffit pour accéder à un site, au paiement, à un menu ou à des infos. C'est devenu encore plus crucial pendant la pandémie de Covid-19. De nombreux pays et entreprises ont utilisé les codes QR pour des transactions sans contact, des menus numériques et des systèmes de suivi liés à la santé. Selon divers rapports de santé publique et de politique numérique, cela a grandement aidé à poursuivre les opérations quotidiennes tout en réduisant les contacts physiques pendant les confinements. L'une des raisons pour lesquelles cela s'est rapidement répandu dans le monde entier est que sa spécification d'origine est ouverte. Cela signifie qu'il n'a pas été limité à une seule entreprise ou à une licence difficile à utiliser. Mais, comme toute technologie, cela a aussi ses limites. Cela nécessite une caméra et un appareil pour scanner. Et il y a aussi un risque lorsqu'on utilise des QR codes non fiables, surtout s'ils sont utilisés pour le phishing ou des liens malveillants. Mais malgré cela, cela reste l'un des ponts numériques les plus pratiques dans le monde moderne. Grâce à sa forme la plus simple, juste un carré, il peut connecter des objets physiques à des informations numériques en 1 seconde. Silencieux, rapide et presque imperceptible. Mais il est utilisé tous les jours dans le monde entier. Numéro 6, plot routier réfléchissant. La nuit, la route semblait disparaître.
Quand il n'y avait plus assez de lumière, c'était sombre et les conducteurs n'avaient presque aucun repère. Seuls les phares guidaient, les lignes sur la route s'effaçaient vite sous la pluie, le brouillard ou l'éblouissement. En conséquence, le risque d'accident était plus élevé, surtout sur les routes rurales et les autoroutes mal éclairées. C'est pourquoi une idée simple a vu le jour. Si la route n'est pas claire pour le conducteur, il faut la rendre plus visible grâce aux phares du véhicule. C'est là qu'est intervenu le plot routier réfléchissant, également connu sous le nom d'œil de chatte. Le concept a été créé dans les années 1930 au Royaume-Uni par l'inventeur Percy Shaw. Son apparence est très simple. Un petit dispositif intégré dans la chaussée. Mais il contient un verre spécial et un matériau réfléchissant capable de renvoyer la lumière des phares directement vers le conducteur. Au lieu de disparaître dans l'obscurité, les marquages de voie réapparaissent soudainement dans le champ de vision du conducteur. C'est comme si la route avait un contour au milieu de la nuit. Mais l'une des innovations les plus importantes ici, ce n'est pas seulement la réflexion, mais aussi la durabilité. Le design de l'œil de chat possède un boîtier en caoutchouc qui se comprime lorsqu'un véhicule passe dessus. Lorsque la roue passe, il se plie et nettoie la surface du verre. Grâce à cela, même lorsqu'il pleut, la route ne devient ni boueuse ni sale et la réflexion reste visible. Au fil du temps, les plots routiers ont adopté différentes couleurs pour donner des instructions aux conducteurs. Le blanc sert au marquage des voies. Le rouge indique un avertissement ou une mauvaise direction. Le jaune sert à séparer les voies ou les médianes, et dans certains endroits, il y a du bleu pour les routes d'accès d'urgence. D'après les autorités de la sécurité routière, ce système réfléchissant améliore le respect des voies et la sécurité nocturne, mais son efficacité varie selon le pays et l'état des routes. Ils peuvent être abîmés par des poids lourds, des chasse-neige ou l'usure, d'où leur remplacement parfois par des lignes réfléchissantes peintes ou des marqueurs en plastique surélevé. Mais le principe reste le même. Rendre la route visible grâce à la simple physique de la réflexion. Pas de son, pas d'électronique, pas de signal, juste de petits dispositifs en caoutchouc. Mais cela peut changer la façon dont des millions de conducteurs voient à la route la nuit. Une invention simple qui prévient silencieusement des milliers d'accidents chaque année dans le monde entier. Numéro 5. Le filetage de vis standardisé. C'est l'une des choses les plus courantes utilisées dans le monde de l'ingénierie et de la construction, mais aussi l'une des innovations les plus sous-estimées de l'histoire de l'industrie. Les vis elles-mêmes sont utilisées par l'homme depuis longtemps, mais le véritable changement est arrivé lorsque la méthode de fabrication est devenue standardisée. Avant, chaque atelier avait sa propre taille et son design de vis, avec des filetages, espacements et diamètres différents. En conséquence, les pièces n'étaient pas compatibles. Un boulon fabriqué dans un endroit ne s'adaptait pas à un écrou fabriqué dans une autre usine. Cela signifie que même une simple réparation devenait compliquée. Au milieu du XIXe siècle, l'ingénieur britannique Joseph Whitworth a commencé à développer un système standardisé de filetage de vis. Au lieu d'utiliser différentes tailles, il a créé un seul ensemble de mesures exactes pour l'angle, l'espacement et la forme du filetage. C'est là que l'idée d'interchangeabilité est apparue. Désormais, des pièces venues de différents endroits pouvaient s'adapter sans ajustement. À première vue, cela peut sembler être un petit détail, mais dans l'industrie, c'est un grand changement. Grâce à cela, la production de masse est devenue possible. Les usines produisaient des pièces prêtes à être utilisées pour assembler machines, véhicules et équipements. La production s'est accélérée et les réparations ont été simplifiées. Les machines sont désormais plus prévisibles. Des chemins de fer à la construction navale, la cohérence des fixations est devenue la base de l'industrie moderne. Au fil du temps, certains la standardisation s'est encore élargie. Divers systèmes, tels que les filetages métriques et les normes internationales, sont désormais utilisés mondialement. Selon les organisations de normalisation en ingénierie et en fabrication, ce type de standardisation est également important pour la sécurité car il réduit le risque de défaillance mécanique, comme les connexions lâches ou les filetages usés qui peuvent entraîner une panne dans des systèmes critiques. Dans le monde moderne, presque tout ce qui a une structure ou une machine dépend de ce concept. Dans les véhicules, les ponts, les appareils électroménagers, les machines industrielles, tout repose sur la simple idée que chaque vis et chaque connexion doivent être compatibles. Il n'y a pas d'effets spéciaux, aucune innovation visible aux yeux de l'homme ordinaire. Mais son effet concerne le monde industriel entier. Une petite décision sur la taille et l'angle qui a changé la façon dont la fabrication moderne fonctionne dans le monde entier.
Numéro 4. Essuie-glace. Une simple pièce de voiture, souvent ignorée, jusqu'à ce qu'une forte pluie arrive. Avant son invention, l'un des plus grands problèmes des premières voitures était la visibilité. Quand il pleuvait ou qu'il neigeait, le pare-brise de la voiture était rapidement couvert. Et comme le design des premiers pare-brises était plat, toute la vue du conducteur devenait presque floue en quelques secondes. En conséquence, de nombreux conducteurs étaient obligés de ralentir considérablement, de s'arrêter ou de nettoyer le pare-brise à la main pendant le trajet, ce qui était évidemment dangereux. En 1903, une inventrice américaine nommée Mary Anderson a breveté le premier dispositif manuel de nettoyage de pare-brise, une lame en caoutchouc fixée à un bras et contrôlée de l'intérieur du véhicule à l'aide d'un levier. À chaque mouvement, l'eau ou la neige était enlevée devant le conducteur pour rétablir la visibilité de la route. Au début, l'industrie automobile n'a pas immédiatement accepté cette invention. Certains fabricants ont affirmé que cela pouvait distraire le conducteur et que ce n'était pas encore nécessaire. À l'époque où les voitures étaient lentes, mais que la vitesse et le nombre de véhicules augmentaient, une chose est devenue évidente. Si tu ne vois pas la route, peu importe à quel point tu es un bon conducteur, c'est toujours dangereux. Dans les années 1920, le système est devenu plus avancé et les essuie-glaces motorisés ont commencé à apparaître comme équipement standard sur les voitures. C'est aussi là que l'évolution du design a commencé. On est passé d'une lame à deux, puis à l'essuyage intermittent, jusqu'à la technologie moderne de détection de pluie automatique selon son intensité. Son rôle le plus important est simple, il a restauré la visibilité. Cela n'a pas changé la route, cela n'a pas non plus changé la météo, mais cela a changé la façon dont le conducteur voit le monde devant lui pendant qu'il conduit. Un système d'essuie-glace fonctionnel est essentiel à la conformité d'un véhicule selon les normes modernes de sécurité routière. Parce que sans cela, le niveau de sécurité d'un véhicule diminue immédiatement, surtout en cas de conditions météorologiques défavorables. Il a aussi ses limites. Il ne peut pas éliminer complètement la buée ou l'éblouissement, et il peut se casser ou laisser des traces s'il est usé ou mal entretenu. C'est pourquoi il existe aussi des systèmes de désembuage et des revêtements de vitrage améliorés pour mieux maintenir la clarté de la vue. Même avec les nouvelles technologies, cela demeure une fonction de sécurité essentielle. Parce que de la manière la plus basique, cela accomplit quelque chose de crucial à chaque trajet. Cela permet de voir la route. Un simple mouvement de la lame en caoutchouc fait toute la différence entre rouler à l'aveugle et arriver en sécurité. Numéro 3. Palette de transport en bois. Un des objets les plus courants dans les entrepôts est la logistique, mais aussi l'une des parties les plus sous-estimées de la chaîne d'approvisionnement moderne. Une simple plateforme plate faite en bois. Ça n'a pas l'air spécial. Souvent, elles sont empilées dans un coin de l'entrepôt ou vues comme de simples outils pour transporter des cartons et marchandises. Mais derrière son apparence, elle a résolu un grand problème dans l'industrie. Comment déplacer rapidement, en toute sécurité et de façon continue des produits lourds. Avant les palettes, presque toute la manutention des marchandises se faisait à la main. Cartons, sacs, caisses. C'était porté et déplacé par des personnes. Lent, épuisant. Il existe des alternatives comme les palettes en plastique et en métal, mais le bois reste dominant car il est moins cher, facile à réparer et largement disponible. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est la simplicité. Pas de moteur, de système de suivi, ni d'automatisation. Ce n'est qu'une simple plateforme plate, mais grâce à la norme qu'elle a apportée, tout le système logistique moderne est devenu possible. Un morceau de bois qui est discrètement devenu le fondement de la distribution mondiale. Numéro 2, aiguille hypodermique. L'un des plus petits instruments médicaux, mais aussi l'un de ceux qui ont le plus grand impact sur les soins de santé modernes. Un tube métallique fin avec une extrémité pointue et à l'intérieur un canal creux. En apparence, tout c'est simple, mais cela a transformé la prise en charge des maladies, des urgences et la prévention à l'échelle mondiale. Avant les injections modernes, les moyens d'administrer les médicaments étaient limités. La plupart étaient pris par voie orale, appliqués sur la peau ou inhalés. Cela posait problème. Tous les médicaments ne sont pas bien absorbés par le corps lorsqu'ils sont pris par voie orale. Parfois, ils sont même détruits par l'acide gastrique. L'effet est lent. Et dans les situations d'urgence, chaque seconde compte. C'est là que le concept d'injection directe a apporté un grand changement. Au milieu du 19e siècle, l'idée d'utiliser une aiguille creuse pour injecter le médicament directement sous la peau a commencé à émerger. L'un des premiers cas enregistrés est celui d'Alexander Wood en 1853, qui a utilisé une injection pour soulager la douleur avec de la morphine.
En même temps, des chercheurs médicaux français ont développé des systèmes de seringues pour une administration plus contrôlée des médicaments. Au fil du temps, ces idées se sont combinées et la seringue ainsi que l'aiguille hypodermique sont devenus des outils médicaux standards. Le résultat séculièrement, c'est que les médecins ont eu un contrôle beaucoup plus précis sur le dosage. On peut administrer le médicament dans le muscle, les veines ou sous la peau selon les besoins. Le soulagement était plus rapide et l'anesthésie chirurgicale plus fiable. Le traitement d'urgence est plus efficace car le médicament est administré en quelques secondes, plutôt qu'en minutes ou heures. Cela a aussi un grand impact sur la vaccination. La méthode d'injection standardisée a permis les programmes de vaccination de masse mondiaux, offrant à des millions de personnes des vaccins de façon plus cohérente et sûre qu'avant. Selon les institutions de santé publique et les archives médicales, la technologie des injections a joué un rôle majeur dans la réduction des maladies évitables qui se propageaient autrefois rapidement dans la population. Mais elle a aussi ses limites. Une mauvaise utilisation peut causer des infections, blessures ou transmettre des maladies si la stérilisation ou l'élimination des aiguilles est mal faite. C'est pourquoi des protocoles médicaux stricts et le développement d'aiguilles à sécurité intégrée sont essentiels, même si cela reste un outil fondamental de la médecine moderne. Il existe de nouvelles technologies comme les injecteurs sans aiguille et les patchs transdermiques, mais dans de nombreux cas, ils ne surpassent toujours pas la combinaison de rapidité, la précision et le faible coût du système traditionnel à aiguille. Dans sa forme la plus simple, c'est un tube métallique fin. La chirurgie moderne, la gestion de la douleur et la vaccination mondiale sont désormais possibles. Un petit instrument qui a silencieusement transformé la façon même de sauver des vies. Numéro 1, stylo à billes. L'un des objets les plus simples utilisés par l'homme au quotidien, mais aussi l'un des outils les plus importants de l'histoire de la communication. Un petit stylo, une pointe avec une minuscule bille en métal et un système d'encre à l'intérieur. En apparence, il semble tout à fait ordinaire. Mais avant que cela ne devienne la norme, l'écriture elle-même n'était pas aussi stable et pratique qu'aujourd'hui. À l'époque, les stylos plumes étaient principalement utilisés. Il fallait les recharger. Il fallait le bon angle pour qu'ils fonctionnent correctement. Et souvent l'encre fuyait ou faisait des bavures. Il arrivait aussi que cela ne fonctionne pas correctement dans un climat froid ou en haute altitude, là où la pression change. À cause de cela, il y avait des problèmes dans les situations où une écriture rapide et fiable était nécessaire, comme dans les affaires, l'éducation, l'ingénierie et les opérations militaires. C'est là qu'est intervenue une innovation simple mais puissante, le stylo à billes. Son idée de base est très simple. Au bout du stylo, il y a une petite bille en métal qui tourne pendant que vous écrivez sur le papier. Pendant que la bille roule, elle prend de l'encre à l'intérieur de la cartouche et la transfère directement sur le papier. En même temps, la billeur ferme aussi le réservoir d'encre pour éviter que l'encre ne coule ou ne sèche. En 1938, cela s'est été breveté par l'inventeur hongrois László Bíró, un journaliste qui a remarqué que l'encre des journaux séchait rapidement et ne s'étalait pas facilement, mais qu'elle était trop épaisse pour un stylo plume. Au lieu de modifier seulement le stylo, il a changé tout le système de distribution d'encre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cela devint essentiel pour la Royal Air Force britannique, les stylos plumes posant problème en altitude à cause de la pression. Le stylo à billes, plus stable et fiable, est ainsi devenu un outil pratique pour pilotes et ingénieurs. Après la guerre, la production de masse a commencé et il s'est rapidement répandu dans le monde entier. Son effet n'était pas une révolution technologique compliquée, mais un simple gain de praticité. Écrire est soudainement devenu portable, moins cher, plus fiable et possible dans presque n'importe quel environnement. Il n'était plus nécessaire d'avoir une formation spéciale ou un entretien particulier pour écrire. N'importe qui, n'importe où, pouvait enregistrer une idée, une information ou un document. Selon les études historiques et en communication, le stylo à billes est l'un des outils qui ont facilité la communication de masse et la documentation dans la société moderne. Mais en raison de son accessibilité, il a aussi ses limites. Moins expressif que l'encre d'un stylo plume pour l'écriture artistique, il est souvent jetable et génère donc des déchets nocifs pour l'environnement. Mais dans l'ensemble, cela n'a pas remplacé les capacités humaines. Cela a simplement éliminé la complication de l'écriture. Une petite bille en acier qui a résolu des siècles de problèmes liés à l'encre et qui a silencieusement transformé la façon dont le monde écrit, stocke et transmet le savoir.